les statistiques de l'adresse sont objectives, mais leur prise en compte systématique pose problème dans le contexte de nos établissements de santé. Il y a notamment des éléments de chronologie qui interrogent. Les collègues l'ont dit, ces statistiques se fondent sur des données de 2019, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et à partir de données 2019, il y a des propositions de fixation du coefficient géographique en 2023 qui interviennent sans que ces données aient été actualisées entre-temps. Ça pose un problème fondamental, c'est celui de la périodicité de la révision de ce coefficient géographique. Aujourd'hui, c'est tous les 5 ans, mais dans un intervalle aussi important, est-ce que le coefficient, lorsqu'il est annoncé pour les 5 années à venir, est-ce que ce coefficient-là est pertinent? Est-ce qu'il répond à l'objectif de corriger, parce que le coefficient géographique, il faut le rappeler avec force, il a une vocation de corriger des déséquilibres. Et lorsque, depuis 2019, on se base sur des données, et qu'entre-temps, début 2023, est intervenu un changement majeur. Je ne reviens pas sur le contexte Covid qui a bien évidemment bouleversé les choses. Mais lorsqu'à partir de début 2023, il est décidé que les salariés des hôpitaux dans nos territoires ne vont pas percevoir 20%, mais 40%, forcément, ça impacte le budget de ces établissements, mathématiquement. Et pourtant, alors même que les données de l'adresse ont été finalisées, l'enquête a été finalisée à l'automne 2022. Il n'a été publié qu'en novembre 2023. Là encore, ce délai interroge. Il est d'autant plus injustifiable et regrettable qu'un événement fondamental est intervenu début 2023. Comme je le rappelais, c'est la prime de vie chère des personnels médicaux qui était limitée à 20%, qui est passée à 40%. Et ce choc financier a aggravé les finances des établissements hospitaliers. On le comprend aisément. Et pourquoi? Aujourd'hui, en fin 2023, on fixe des taux de coefficient géographique pour 5 années à venir, et alors qu'on sait pertinemment, et le ministère, quelque part que nous avons interrogé, l'a admis implicitement que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité des surcoûts, notamment en matière de ressources humaines de nos établissements. Donc, c'est une première chose. Donc, l'une des propositions concrètes que nous faisons, c'est de revenir sur la périodicité de 5 années, qui est pénalisante pour nous. Et nous proposons que le coefficient géographique soit révisé tous les 2 ans. Et il ne faut pas qu'on nous dise que ce n'est pas possible. C'est possible de réviser à partir de données statistiques et de l'évolution de la situation tous les 2 ans, de façon à ce que ce correcteur puisse intervenir avec davantage de justice, d'équité et de pertinence. S'agissant des difficultés des entreprises et des financements d'une manière générale de nos établissements publics de santé, certes, il y a des interrogations plus que légitimes qui se portent sur le coefficient géographique et nous l'avons fait à travers cette mission flash. Mais nous avons aussi constaté que les personnes interrogées pouvaient porter des réponses contrastées, voire contradictoires, alors même qu'elles faisaient partie toutes du dispositif de l'État. Il y a des réponses qui sont complètement en contradiction les unes par rapport aux autres. Nous avons été quand même surpris de voir l'écart entre l'analyse qui est faite par les ARS, les directeurs généraux des ARS,
et les directeurs des établissements hospitaliers. Ça nous a choqués, on a noté ça. Et comme le disait le collègue Ajar, c'est un peu facile de rejeter la responsabilité sur les directeurs d'hôpitaux qui auraient trop embauché pour servir d'amortisseur social dans nos territoires. Et cela expliquerait, en fait, les déficits chroniques de nos établissements. La version qui a été développée par les DG ARS. Mais les directeurs d'hôpitaux sont nommés par qui? Sont nommés par le ministère. Donc les recrutements se font sous l'autorité du ministère. On ne saurait jeter en pâture des hommes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de considérer le fonctionnement même de ces établissements. En tout cas, les difficultés financières structurelles ne sont pas suffisamment compensées parce que le coefficient géographique ne recouvre pas suffisamment, mais aussi parce que les autres missions et autres dotations ne semblent pas être en mesure de compenser totalement les surcoûts dans nos territoires. Tous les autres dispositifs. Et l'une des constatations majeures que nous avons observées, c'est que ces autres aides étaient souvent versées en fin d'exercice. En fin d'exercice. Ce qui pénalise davantage encore les établissements qui auraient besoin de ces dotations et de ces missions en début d'exercice. Parce que l'on laisse, ce faisant, le déficit se creuser jusqu'à représenter des sommes colossales et mettre en péril l'activité économique de l'ensemble d'un territoire. Le CHU de Martinique, par exemple, représente un important acteur de la commande des entreprises, de l'activité économique. Et lorsqu'on a 168 millions de déficit structurel qu'on n'est pas en mesure de payer les fournisseurs, comme ça a été dit tout à l'heure, les fournisseurs soit renoncent à fournir leurs prestations, et où ceux qui acceptent de fournir ces prestations se mettent eux-mêmes en difficulté s'ils n'ont pas la trésorerie et la marge de manœuvre financière suffisante. Et c'est ce qui se produit. C'est-à-dire, c'est en cascade que tous les prestataires de services se retrouvent du CHU se retrouvent face à ces difficultés. Donc l'enjeu, bien plus que la santé financière budgétaire des établissements hospitaliers, ça pourrait bien être la santé financière et budgétaire et économique dans l'ensemble d'un territoire, compte tenu du poids notamment des CHU sur l'activité économique des territoires. Je voudrais ajouter que l'adresse elle-même établit cette distinction entre secteur public et privé et considère que ça doit être questionné. Parce que, en effet, les pathologies les plus lourdes sont prises en charge par l'hôpital public. Mais ces pathologies les plus lourdes sont souvent celles qui rapportent moins financièrement à l'établissement de santé. Donc, il faut comprendre que le coefficient géographique, à ce jour, il est appliqué de manière invariable sur un territoire. Il s'applique aux établissements du public comme aux établissements du privé, invariablement. Or, l'analyse objective des surcoûts observés dans les différents secteurs publics et privés laisse apparaître clairement des surcoûts plus importants, notamment en matière de personnel, au détriment des établissements publics. Dans le public, les écarts peuvent varier de 10 points à 20 points de pourcentage selon les régions. Donc,
on est en droit de se questionner sur la possibilité d'un coefficient géographique qui distinguerait les établissements publics des établissements privés. C'est-à-dire sans enlever quoi que ce soit aux établissements privés qui pourrait un système de bonification au service de ces établissements publics qui ont, compte tenu de leur mission de service public, des surcoûts qui pénalisent quelque part leur fonctionnement. Je voudrais encore plus succinctement ajouter deux choses. La première, ça a été dit, s'il y a une conclusion de cette mission, c'est bien que la question du coefficient géographique est particulièrement pertinente pour comprendre les choses, comprendre la réalité, la complexité de la problématique de financement de nos établissements. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas que le coefficient géographique qui grève le budget de nos établissements. Il y a tout un système à remettre en question. Donc, l'une des conclusions de ce rapport appelle à l'adoption ou au lancement d'une nouvelle mission beaucoup plus large que cela pour comprendre toute cette complexité. Et enfin, ce qui s'est passé ces derniers jours, ça doit nous interroger, parce que nous avons été reçus la semaine dernière au ministère. Et il est vrai que le directeur de cabinet, le cabinet du ministre d'une manière générale, avait été très sensible à nos arguments. On avait véritablement ressenti, on a ressenti une ouverture d'esprit. Très rare dans les temps d'aujourd'hui. Et j'en viens même à me demander s'il n'était pas aussi coopératif et réceptif, parce qu'il savait déjà peut-être qu'ils n'auraient pas eu à assumer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de nous. Je suis obligé de m'interroger là-dessus. Non, quand même. Mais c'est une interrogation. C'est une interrogation, mais en tout cas, ça traduit un malaise, un problème. C'est-à-dire qu'à chaque ministre, ce ministre de la Santé-là, pour une fois, je peux dire, il y a longtemps que je n'avais pas eu de sympathie pour un ministre de la Santé. J'avais un petit peu de sympathie pour lui, mais voilà. Il doit partir. Et ça montre bien aussi qu'à chaque nouveau ministère, c'est comme l'éducation nationale, on a le sentiment de tout devoir recommencer. Alors que les problèmes, ils sont là, ils sont latents, ils se posent dans la durée et exigent de la visibilité, de la lisibilité quant aux interlocuteurs. Voilà. Merci, chers collègues. De toute façon, ce rapport-là, il va être transmis rapidement au ministère de la Santé, puis nous verrons quelles seront les réponses, puisque nous aussi, nous leur avons très clairement fait savoir que nous serions en attente, on espère très rapide, de leur réponse par rapport à ces préconisations-là. Donc, les collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je vais d'abord vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année et que 2024, j'ai envie de dire, arrive sous de meilleurs auspices que de la fin 2023. Parce que bon, on a bien vu ces derniers temps, les choses ne sont pas très superbes, on va dire, dans le pays. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de vos familles, et puis je vous dis à l'année prochaine pour toutes et tous. Merci à vous.